Imaginez un vieil homme de 94 ans, assis sur un trône d'or massif qu'il ne peut plus quitter sans aide. Sa peau est si fine qu'elle ressemble à du papyrus tendu sur des os. Ses yeux, autrefois brillants du pouvoir divin, sont maintenant voilés par des cataractes blanches. Sa bouche édentée mâche laborieusement une bouillie de pain et de bière que des serviteurs terrifiés lui apportent. Ses mains tremblantes, couvertes de taches de vieillesse, agrippent le sceptre et le fléau, les symboles du pouvoir absolu qu'il refuse d'abandonner. Autour de lui, le palais royal de Memphis ressemble moins à un centre du pouvoir qu'à un mausolée habité. Les courtisans qui l'entourent sont également vieux, certains presque aussi âgés que lui. Il marche dans les couloirs avec la lenteur de fantômes, attendant, toujours attendant, que le pharaon meure enfin. Certains d'entre eux ont attendu pendant 40 ans. Certains mourront avant lui. Pendant ce temps, à l'extérieur des murs dorés du palais, l'Égypte s'effondre. Les canaux d'irrigation, non entretenus depuis des décennies, sont ensablés et inutiles. Les champs le long du Nil, autrefois verts et luxuriants, sont maintenant bruns et craquelés. Le fleuve lui-même semble avoir trahi l'Égypte, ses crues annuelles devenant de plus en plus faibles, imprévisibles, insuffisantes. Dans les villages, les greniers sont vides. Les enfants ont les ventres gonflés par la famine. Les mères pleurent des bébés qui ne se réveilleront pas. Dans les villes, des émeutes éclatent sporadiquement, réprimées brutalement par une armée qui n'est plus payée régulièrement. Les temples magnifiques, autrefois entretenus méticuleusement, tombent lentement en ruine, leurs prêtres affamés se vendant discrètement les offrandes divines pour acheter du pain. Les nomarques, les gouverneurs provinciaux, ont cessé d'envoyer des impôts à Memphis. Pourquoi le feraient-ils? Le pouvoir central est devenu une blague, un vieillard qui ne peut même pas contrôler sa propre vessie, encore moins un empire. Et pourtant, le pharaon Pépi II refuse de mourir. Il refuse de céder le trône. Il s'accroche à la vie avec une ténacité qui défie la nature, la raison et finalement, la survie même de la civilisation égyptienne. Son nom, gravé dans des milliers de cartouches à travers l'Égypte, deviendra synonyme non pas de grandeur mais de décadence. Non pas de force mais de faiblesse. Non pas de vie éternelle mais de mort lente. Parce que Pépi II, dans sa quête obsessionnelle pour devenir immortel, tuera l'Égypte elle-même. Nous sommes en 2184 avant Jésus-Christ. Le plus long règne de l'histoire humaine est sur le point de se terminer. Et quand il se terminera, il n'emportera pas seulement un pharaon dans la tombe. Il emportera avec lui l'ancien empire égyptien, l'âge des pyramides, 3000 ans de stabilité apparemment éternelle. Ce qui suivra sera 140 ans de chaos, d'anarchie, de famine et de guerre civile si terrible que les Égyptiens l'appelleront simplement la première période intermédiaire, un euphémisme pour un cauchemar dont la civilisation égyptienne ne se remettra jamais complètement. Ceci est l'histoire du pharaon qui ne pouvait pas mourir. C'est l'histoire de comment l'obsession d'un seul homme pour l'immortalité personnelle détruisit l'immortalité d'une civilisation entière. C'est l'histoire de Pépi II, le dieu roi qui devint le fossoyeur de son propre monde. Avant de plonger dans ce récit de décadence divine et d'effondrement civilisationnel, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire pour me dire d'où vous nous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes depuis différentes parties du monde, connectées à travers le temps et l'espace par notre curiosité partagée du passé. Pour comprendre comment Pépi II détruisit l'Égypte, nous devons d'abord comprendre comment il monta sur le trône. L'histoire commence en 2278 avant Jésus-Christ, pendant ce que les égyptologues appellent l'Ancien Empire, spécifiquement la 6e dynastie. C'était l'âge d'or de l'Égypte ancienne, l'époque où les grandes pyramides de Gizeh avaient déjà plusieurs siècles d'âge et se dressaient comme des montagnes artificielles dominant le paysage. L'époque où l'Égypte était la civilisation la plus avancée, la plus riche et la plus puissante du monde connu. Une époque où le concept même de l'Égypte semblait éternel, immuable, garanti par les dieux eux-mêmes. Le père de Pépi II était le pharaon Pépi Ier, un dirigeant compétent qui avait régné pendant environ 40 ans. Pépi Ier avait fait ce que les pharaons étaient censés faire, il avait maintenu l'ordre, maté en égyptien ancien, le concept sacré d'équilibre, de justice et d'harmonie cosmique. Il avait mené des expéditions militaires réussies en Nubie pour sécuriser les routes commerciales de l'or. Il avait envoyé des missions en Sinaï pour extraire du cuivre et des turquoises. Il avait construit des temples. Il avait nommé des fonctionnaires compétents. Il avait été, en d'autres termes, un pharaon ordinairement excellent. Mais Pépi Ier fit une erreur qui aurait des conséquences catastrophiques pour l'Égypte. Il mourut relativement jeune, ou du moins sans avoir résolu complètement la question de la succession. Son fils aîné, Mérenrê Ier, monta sur le trône et régna pendant environ 9 ans avant de mourir lui aussi, probablement dans la vingtaine. Et c'est là que l'histoire devient intéressante et tragique. Le successeur de Mérenrê était son demi-frère, un garçon nommé Pépi, d'après leur père. Mais ce Pépi n'était pas un adolescent ou même un jeune homme.
C'était un enfant. Les sources égyptiennes, confirmées par l'analyse moderne des événements, suggèrent qu'il avait environ 6 ans quand il monta sur le trône. 6 ans. Imaginez cela. Un enfant qui ne sait pas encore lire correctement, qui joue encore avec des jouets, devient soudainement le dirigeant absolu de la civilisation la plus puissante du monde, un Dieu vivant dont la parole est loi, dont le moindre caprice peut signifier la vie ou la mort pour des milliers de personnes. Maintenant, l'Égypte avait eu des pharaons enfants auparavant. Le système avait des mécanismes pour gérer cette situation. Une régence serait établie, généralement par la mère du pharaon ou par un vizir de confiance, qui gouvernerait au nom de l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Et c'est exactement ce qui se passa. La mère de Pépi II, la reine Ankhésen-Pépi II, devint régente. C'était une femme remarquable, intelligente et politiquement astucieuse. Elle provenait d'une famille noble puissante d'Abydos, et elle comprenait comment fonctionne le pouvoir. Sous la régence d'Ankhésen-Pépi, l'Égypte continua à fonctionner normalement. Les inondations du Nil étaient bonnes. Les récoltes étaient abondantes. Les temples recevaient leurs offrandes. Les fonctionnaires accomplissaient leurs devoirs. Les frontières étaient sécurisées. Pour les Égyptiens ordinaires, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter du fait que leur pharaon était techniquement un enfant. Après tout, le pharaon n'était pas censé être juste un homme. Il était Horus incarné, le dieu faucon, le médiateur entre les dieux et l'humanité. Sa jeunesse physique n'importait pas parce que son cas, son essence divine, était éternelle. Mais voici où les graines de la catastrophe furent plantées. Pendant que la régence fonctionnait bien administrativement, elle créait un problème psychologique profond dans l'esprit du jeune Pépi. Dès son plus jeune âge, on lui disait qu'il était un dieu. Pas comme un dieu. Pas représentant d'un dieu. Il était littéralement divin, l'incarnation vivante d'Horus, le fils de Ré, le créateur et maître de toute l'Égypte. Chaque matin, quand il se réveillait, des prêtres effectuaient des rituels élaborés le traitant comme une statue de culte. Ils le lavaient avec de l'eau sacrée. Ils l'habillaient dans des vêtements rituels. Ils brûlaient de l'encens devant lui. Ils chantaient des hymnes à sa divinité. Chaque personne qu'il rencontrait se prosternait devant lui, le front touchant le sol. Chaque mot qui lui était adressé était formulé avec la plus grande déférence. Ses tuteurs lui enseignaient que l'Égypte avait été créée par les dieux spécifiquement pour être gouvernée par le pharaon. Que le Nil débordait chaque année parce que le pharaon le commandait. Que le soleil se levait chaque matin parce que le pharaon effectuait les rituels appropriés. Que sans le pharaon, le cosmos lui-même s'effondrerait dans le chaos. Maintenant, imaginez être un enfant et recevoir ce message constamment, jour après jour, année après année, sans aucune voix contradictoire, sans aucun contrôle de réalité. Comment cela façonnerait-il votre compréhension de vous-même et de votre place dans le monde? La plupart des pharaons montaient sur le trône à l'âge adulte, après avoir été formés en tant que princes, après avoir servi dans l'armée ou l'administration, après avoir développé au moins une certaine compréhension de la façon dont le monde fonctionne réellement. Ils comprenaient que le théâtre de la divinité était en partie propagande, en partie nécessité politique, mais que dans les coulisses, il fallait faire le vrai travail de gouverner. Pépi II n'eut jamais cette perspective. Il grandit entièrement à l'intérieur de la bulle divine. Il n'y avait pas de période de sa vie où il fut simplement un garçon normal. Il passa directement de la petite enfance à la divinité incarnée. Et sa mère, bien qu'elle fût une régente compétente, renforça cette vision. Elle devait le faire. Sa propre position dépendait du statut divin de son fils. Si Pépi était juste un enfant ordinaire, alors elle était juste une veuve ambitieuse s'accrochant au pouvoir. Mais si Pépi était vraiment un dieu, alors elle était la régente du dieu, une position sacrée et inattaquable. Les années passèrent. Pépi grandit de l'enfance à l'adolescence. À un moment donné, probablement vers l'âge de 14 ou 15 ans, il assuma officiellement le pouvoir personnel et la régence de sa mère prit fin. Mais le transfert du pouvoir fut probablement graduel et informel plutôt qu'un événement dramatique unique. Ankhésen-Pépi continua probablement à exercer une influence considérable dans les coulisses même après que son fils ait techniquement pris le contrôle. Et voici la chose cruciale. Pendant ces premières décennies, l'Égypte continua à prospérer. Pépi II, maintenant un jeune homme, continua les politiques de ses prédécesseurs. Il envoya des expéditions commerciales au pays de Pain, la terre mystérieuse quelque part le long de la côte africaine de la mer Rouge, d'où venait l'encens, la myrrhe et d'autres biens de luxe. Il maintint des relations commerciales avec Byblos sur la côte phénicienne, la source du bois de cèdre précieux dont l'Égypte manquait cruellement. Il envoya des expéditions minières au Sinaï et en Nubie. Il construisit une pyramide à Saqqara, comme chaque pharaon était censé le faire, assurant sa place dans l'éternité. Il y a une histoire fascinante de cette période qui est préservée dans une inscription, un aperçu rare de la personnalité du jeune Pépi. Un de ses fonctionnaires, un homme nommé Irkouf, dirigeait une expédition commerciale vers le pays de Yam, quelque part au sud de l'Égypte, peut-être au Soudan moderne. Quand Irkouf revint,
il envoya un message au pharaon l'informant qu'il avait ramené quelque chose de spécial, un nain dansant du pays des esprits. La réponse de Pépi II, préservée dans l'inscription sur la tombe d'Hirkouf, est révélatrice. Le pharaon, probablement adolescent à l'époque, écrivit avec un enthousiasme presque enfantin. Il ordonna à Hyrkouf de se dépêcher de ramener le nain à la cour. Il donna des instructions détaillées sur la façon de garder le nain en sécurité pendant le voyage. Il dit à Hyrkouf d'assigner des gens pour dormir à côté du nain sur le bateau pour s'assurer qu'il ne tombe pas à l'eau. Il voulait que le nain soit inspecté 10 fois par nuit pour s'assurer qu'il allait bien. Il écrivit « Mon incarnation désire voir ce nain plus que les cadeaux du Sinaï et de pain. » À première vue, c'est une histoire charmante. Elle montre le jeune pharaon comme un adolescent excité par quelque chose de nouveau et exotique. Mais regardez-y de plus près. Regardez le langage. Il ne dit pas « je veux voir le nain ». Il dit « mon incarnation désire ». Même dans un moment d'excitation juvénile, il se réfère à lui-même en termes divins. Et regardez sa priorité. Il valorise un nain dansant, une curiosité, une nouveauté, plus que les produits stratégiquement importants comme le cuivre et l'encens. C'est le langage de quelqu'un qui voit le monde entièrement à travers le prisme de son propre plaisir et désir, quelqu'un pour qui le royaume entier existe pour le divertir. Maintenant, être un jeune pharaon égocentrique n'est pas en soi un désastre. Beaucoup de jeunes rois dans l'histoire ont commencé ainsi et ont mûri avec le temps. Le problème avec Pépi II n'était pas qu'il était immature. Le problème était qu'il ne mourrait jamais. Il continua à régner, année après année, décennie après décennie, jusqu'à ce que son règne lui-même devienne une anomalie monstrueuse. Les années 20 de son règne passèrent. Puis les années 30. Puis 40. Pépi II vieillissait, mais il ne cédait pas le pouvoir. Pourquoi le ferait-il? Il était un dieu. Les dieux ne prennent pas leur retraite. Ses fonctionnaires et courtisans, ceux qui avaient servi depuis le début de son règne, vieillissaient avec lui. Certains moururent et furent remplacés par leurs fils, qui à leur tour vieillissaient et étaient remplacés par leurs propres fils. Des générations entières de bureaucrates égyptiens ne connurent qu'un seul pharaon. Et c'est là que le système égyptien commença à révéler ses failles fatales. Vous voyez, la civilisation égyptienne était construite sur le concept de cyclicité éternelle. Le soleil se levait et se couchait. Le Nil débordait et reculait. Les pharaons régnaient et mouraient, pour être remplacés par leurs successeurs dans un cycle sans fin. Cette cyclicité était considérée comme sacrée, une partie de Mathé, l'ordre cosmique. Chaque nouveau pharaon apportait un renouveau, une renaissance, une opportunité de corriger les erreurs du passé. Mais Pépi II brisait ce cycle. Il ne mourait pas. Il ne permettait pas le renouveau. Il s'accrochait au pouvoir avec une ténacité qui commençait à sembler contre nature. Et au fur et à mesure que les années s'accumulaient, quelque chose de plus sinistre commençait à se produire dans l'esprit du pharaon. Il commençait à croire véritablement qu'il était immortel. Comprenez que dans l'idéologie égyptienne, les pharaons étaient censés devenir pleinement divins après la mort. Dans la vie, ils étaient Horus incarnés, mais ils étaient encore physiquement mortels. Après la mort, ils rejoignaient les dieux dans l'au-delà, devenant des étoiles immortelles dans le ciel nocturne. Tout le processus de momification élaboré, les textes des pyramides gravés sur les murs de leurs tombes, les trésors enterrés avec eux, tout cela visait à assurer leur transformation réussie de la divinité mortelle à l'immortalité divine. Mais dans l'esprit de Pépi II, quelque chose changea. Il commença à croire qu'il ne devait pas attendre la mort pour devenir pleinement immortel. Il pouvait atteindre l'immortalité dans cette vie. Il avait déjà régné plus longtemps que n'importe quel pharaon dans l'histoire enregistrée. Sûrement c'était un signe que les dieux le favorisaient spécialement. Sûrement c'était la preuve qu'il était plus qu'un simple pharaon. Il était le pharaon choisi, celui qui transcenderait la mortalité elle-même. Cette croyance fut alimentée par les prêtres qui l'entouraient. Les prêtres égyptiens n'étaient pas stupides. Ils savaient comment fonctionne la politique. Ils voyaient qu'un pharaon vieillissant, paranoïaque et obsédé par l'immortalité offrait des opportunités. Ils commencèrent à flatter l'ego de Pépi de manière de plus en plus extravagante. Ils créèrent de nouveaux rituels supposés prolonger sa vie. Ils lui apportèrent des amulettes et des potions promises pour le garder éternellement jeune. Ils lui dirent que s'il effectuait les bonnes cérémonies, s'il construisait les bons monuments, s'il faisait les bonnes offrandes aux dieux, il pourrait vaincre la mort elle-même. Et Pépi les croyait. Comment ne le ferait-il pas? Toute sa vie, depuis qu'il avait 6 ans, chaque personne autour de lui avait dit qu'il était divin, qu'il était spécial, qu'il était au-dessus de l'humanité ordinaire. Maintenant, dans sa vieillesse, alors qu'il approchait de l'âge où la plupart des hommes mouraient, cette croyance se cristallisait en une obsession. Il ne mourait pas. Il ne pouvait pas mourir. Il était Pépi, le roi éternel, le pharaon immortel. Mais le corps humain ne se soucie pas des prétentions divines. Pépi II vieillissait. Dans la quarantaine, il développa probablement de l'arthrite, rendant les mouvements douloureux. Dans la cinquantaine,
sa vue commença à s'affaiblir. Dans la soixantaine, ses dents tombèrent, le forçant à manger de la nourriture en bouillie. Dans la 70, il avait probablement besoin d'aide pour marcher. Dans la 80e, il était essentiellement grabataire, un squelette vivant drapé dans les plus beaux linges, une momie ambulante qui refusait obstinément de mourir. Et pendant tout ce temps, il maintenait un contrôle absolu sur l'Égypte. Chaque décision majeure devait passer par lui. Chaque nomination devait être approuvée par lui. Chaque politique devait être ratifiée par lui. Mais un homme dans la 80e année n'a pas la clarté mentale ou l'énergie pour gouverner efficacement un empire. Les décisions étaient retardées pendant des mois, parfois des années. Les crises n'étaient pas traitées parce que le pharaon ne pouvait pas ou ne voulait pas prendre une décision. L'administration de l'Égypte, autrefois si efficace, commençait à se gripper comme une machine dont les rouages rouillent. Les nomarques, les gouverneurs provinciaux, commencèrent à réaliser que Memphis, la capitale, n'exerçait plus un contrôle effectif. Ils commencèrent à agir de manière de plus en plus indépendante. Ils gardèrent les revenus fiscaux dans leur propre province au lieu de les envoyer à la capitale. Ils nommèrent leurs propres fils à des postes sans demander l'approbation royale. Ils commandèrent leurs propres troupes locales. Ils construisirent leurs propres tombes somptueuses qui rivalisaient avec celles des pharaons. En effet, ils devinrent des rois locaux en tout sauf le nom, attendant simplement que le vieux pharaon meure enfin pour qu'ils puissent formaliser leur indépendance. Mais Pépi ne mourait pas. L'année 80 de son règne passa. Puis l'année 85. Puis 90. C'était au-delà de toute précédence. C'était au-delà de toute compréhension. Les gens commencèrent à murmurer que quelque chose n'allait pas. Peut-être que Pépi avait fait un pacte avec des forces sombres. Peut-être qu'il était maudit plutôt que béni. Peut-être que son refus de mourir n'était pas un signe de faveur divine mais un signe de déséquilibre cosmique. Et puis, comme si les dieux eux-mêmes punissaient l'hubris de l'Égypte, la nature se retourna contre le pays. Autour de l'an 2200 avant Jésus-Christ, quelque chose de catastrophique se produisit avec le climat global. Les scientifiques modernes appellent cela l'événement de 4,2 kWh avant le présent, un épisode de sécheresse sévère et de changement climatique qui affecta toute la région méditerranéenne et du Moyen-Orient. Les causes exactes sont encore débattues, les variations de l'orbite terrestre, les changements dans les courants océaniques, l'activité volcanique, mais les effets furent dévastateurs. Pour l'Égypte, cela signifiait une chose, les crues du Nil s'affaiblissaient. Le Nil, le donneur de vie, la raison même pour laquelle la civilisation égyptienne existait, commença à trahir son peuple. Chaque année, les Égyptiens attendaient anxieusement la crue annuelle qui apportait le limon riche qui fertilisait leurs champs. Chaque année, la crue devenait un peu plus faible, un peu moins fiable. Les champs qui avaient toujours produit des récoltes abondantes commencèrent à faillir. Les canaux d'irrigation qui n'avaient pas été correctement entretenus pendant des décennies s'ensablèrent, aggravant le problème. Les preuves archéologiques de cette période sont sinistres. Les niveaux des crues du Nil, enregistrés méticuleusement par les Égyptiens pendant des siècles, chutèrent dramatiquement. Les analyses des sédiments montrent une diminution de l'eau et une augmentation de l'érosion éolienne, indiquant la désertification. Les squelettes de cette période montrent une augmentation de la malnutrition et des maladies liées à la famine. Les textes de quelques décennies plus tard, de la première période intermédiaire, décrivent des conditions apocalyptiques. Les gens mangeant leurs propres enfants, les morts laissés sans enterrement, les nobles travaillant dans les champs comme des paysans, le monde littéralement sens dessus dessous. Mais Pépi II, assis dans son palais à Memphis, ne pouvait pas ou ne voulait pas comprendre ce qui se passait. Dans son esprit, le Nil débordait parce qu'il commandait au Nil de déborder. S'il y avait une sécheresse, c'était parce que les rituels appropriés n'étaient pas effectués correctement. La solution n'était pas de réformer l'administration ou d'améliorer les systèmes d'irrigation. La solution était de faire plus d'offrandes aux dieux, d'effectuer plus de rituels, de construire plus de temples. Alors, pendant que les paysans mouraient de faim, Pépi ordonna la construction de nouveaux monuments. Pendant que les greniers royaux se vidaient, il commandait des expéditions coûteuses pour ramener de l'encens et de la myrrhe pour les cérémonies du temple. Pendant que les nomarques se rebellaient ouvertement, il était obsédé par la perfection des rituels quotidiens qui étaient censés maintenir sa vie divine. C'était un homme qui avait complètement perdu tout contact avec la réalité, enfermé dans une bulle de culte divin et de déni, incapable de voir que le monde autour de lui s'effondrait. Le palais lui-même était devenu un endroit étrange et fantomatique. Les courtisans qui servaient Pépi étaient presque tous âgés. Beaucoup étaient dans leurs 70 ou 80 ans. Ils se déplaçaient dans les couloirs comme des ombres, attendant la mort de leur maître pour pouvoir enfin se reposer eux-mêmes. Les jeunes nobles, voyant qu'il n'y avait aucune opportunité d'avancement à la cour tant que le pharaon vivait, restaient dans leur province ou rejoignaient les cours des nomarques rebelles. Le centre du pouvoir égyptien s'était vidé de sa vitalité. Les fils et petits-fils de Pépi II, ses héritiers potentiels, vieillissaient et mouraient sans jamais accéder au trône. Imaginez être le prince héritier d'Égypte,
attendre pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans que votre père meure, et finalement mourir vous-même, un vieil homme, sans jamais avoir régné. Certains des fils de Pépi tentèrent peut-être de l'assassiner, nous ne le saurons jamais. Si c'est le cas, ils échouèrent. Le vieux pharaon était trop bien gardé, trop paranoïaque pour être pris au dépourvu. Certaines sources tardives, bien que pas tout à fait fiables, suggèrent que Pépi II développa des rituels élaborés et bizarres pour prolonger sa vie. Il aurait ordonné que des esclaves nus enduits de miel soient placés autour de lui pour attirer les mouches loin de sa personne divine. Il aurait insisté pour que sa nourriture soit préparée selon des recettes rituelles spécifiques censées conférer l'immortalité. Il aurait dormi dans des positions spécifiques alignées avec des étoiles particulières. Vrai ou non, ces histoires capturent quelque chose d'important. Dans la mémoire collective égyptienne, Pépi II était devenu une figure sinistre et contre nature, un homme qui avait vécu trop longtemps, qui s'était accroché au pouvoir bien au-delà de toute limite raisonnable. Et puis, finalement, en l'an 2184 avant Jésus-Christ, 94 ans après être devenu pharaon, Pépi II mourut. Il avait environ 100 ans, un âge presque inimaginable pour l'époque. Son corps, déjà momifié de façon pratique par l'âge et la dessiccation, fut emmené pour le rituel d'embaumement, puis placé dans sa pyramide à Saqqara, une structure qui, bien que grande, montrait une qualité de construction nettement inférieure à celle des pyramides des générations précédentes, un autre signe du déclin qui s'était produit sous son règne. Vous pourriez penser que sa mort apporterait un soulagement, une chance de nouveau départ. Au lieu de cela, elle déclencha une catastrophe complète. L'Égypte n'avait pas de succession claire. Les fils de Pépi étaient tous morts. Ses petits-fils étaient vieux et sans expérience du gouvernement réel. Les nomarques n'avaient aucune raison de les respecter ou de leur obéir. Le système central qui avait tenu l'Égypte ensemble pendant presque 1000 ans s'effondra essentiellement du jour au lendemain. Les successeurs immédiats de Pépi II furent une série de fantômes pathétiques qui régnèrent pendant des mois plutôt que des années. Le premier fut Mérenrê II, peut-être un petit-fils ou un arrière-petit-fils de Pépi. Les archives égyptiennes, normalement si méticuleuses, deviennent confuses et fragmentaires à ce point, un signe en soi du chaos qui s'emparait du royaume. Mérenrê II régna pendant environ 1 an avant de mourir. Certains historiens suggèrent qu'il fut assassiné. D'autres pensent qu'il était déjà vieux et malade quand il monta sur le trône. Ensuite vint quelque chose d'encore plus étrange, une femme pharaon nommée Nitocris. Selon l'historien grec Hérodote, écrivant près de 2000 ans plus tard, Nitocris était la sœur ou la veuve de Mérenrê II qui prit le pouvoir dans des circonstances désespérées. Hérodote raconte une histoire dramatique, probablement largement apocryphe, selon laquelle elle vengea le meurtre de son frère en invitant les conspirateurs à un banquet dans une chambre souterraine, puis en ouvrant des canaux cachés qui inondèrent la pièce, noyant tous ses ennemis avant de se suicider. Que cette histoire spécifique soit vraie ou non, le fait qu'une femme pharaon ait émergé à cette période suggère un désespoir total. Dans les circonstances normales, une femme ne monterait jamais sur le trône d'Égypte en tant que pharaon régnant. Il y avait eu des régentes puissantes, comme la mère de Pépi II, mais elle régnait au nom de pharaons masculins. Une femme prenant les titres complets de pharaon indiquait qu'il n'y avait littéralement aucun candidat masculin viable, ou que le système était devenu si chaotique que les règles traditionnelles avaient cessé d'avoir un sens. Nitocris aurait régné pendant 2 ou 3 ans au maximum. Après elle, l'obscurité descend. Les listes royales égyptiennes deviennent incohérentes. Différentes sources donnent différents noms, différents ordres de succession. Certains textes mentionnent une 7e dynastie avec 70 rois qui régnèrent pendant 70 jours, un chiffre si évidemment symbolique qu'il nous dit simplement qu'il y eut une anarchie complète, une succession rapide de pharaons autoproclamés qui ne contrôlaient guère plus que la ville de Memphis elle-même, et parfois même pas cela. La 6e dynastie, qui avait commencé dans la gloire avec des pharaons comme Téti et Pépi Ier, se termina non pas avec un coup d'éclat mais avec un gémissement pathétique. L'Ancien Empire, l'âge des grandes pyramides, l'époque où l'Égypte semblait éternelle et invincible, était terminée. Ce qui suivit fut ce que les égyptologues appellent la première période intermédiaire, environ 140 ans de fragmentation, de famine, de guerre civile et de souffrance humaine à une échelle que la vallée du Nil n'avait jamais connue auparavant. Pour comprendre à quel point les choses devinrent mauvaises, nous devons nous tourner vers les textes extraordinaires qui survivent de cette période. Parce que les Égyptiens, normalement si optimistes et si confiants dans leur littérature officielle, produisirent pendant la première période intermédiaire certains des écrits les plus sombres et les plus désespérés de toute l'histoire ancienne. Ces textes sont notre fenêtre sur un monde qui s'effondrait, une civilisation qui regardait dans l'abîme et enregistrait ce qu'elle voyait. Le plus célèbre de ces textes est appelé les Admonitions d'Aïpoué, également connu sous le nom de Lamentation d'Aïpoué. C'est un long poème ou une lamentation écrit du point de vue d'un sage nommé Aïpoué qui décrit l'anarchie qui a englouti l'Égypte. Bien que le manuscrit survivant date du Moyen Empire, la plupart des chercheurs croient qu'il décrit les conditions de la première période intermédiaire. Les paroles d'Aïpoué sont obsédantes.
Il décrit un monde littéralement à l'envers, où tout l'ordre naturel de la société égyptienne s'est effondré. Écoutez certaines de ces lignes, traduites de l'égyptien ancien. Voyez maintenant, la terre est privée de la royauté par quelques hommes sans loi. Voyez, les secrets du pays dont les limites étaient inconnues sont révélés. Le palais royal peut être saccagé en 1 heure. Voyez, les nobles dames sont maintenant sur des radeaux, et les magistrats dans la maison du travail, tandis que celui qui ne pouvait même pas dormir sur des planches possède maintenant un lit. Il continue, voyez, celui qui ne possédait rien est maintenant un homme de richesse, et le grand homme doit le flatter. Voyez, les pauvres du pays sont devenus riches, et le propriétaire de biens est celui qui n'a rien. Voyez, les servantes deviennent insolentes. Voyez, les dames qui étaient dans les corps de leurs maris dorment maintenant sur des coussins. C'est une description d'une révolution sociale complète, où les hiérarchies traditionnelles se sont effondrées. Mais cela devient encore plus sombre. Aipoué décrit la violence et la famine. Voyez, les routes sont gardées, les hommes s'assoient dans les buissons jusqu'à ce que le voyageur assombri vienne, pour piller sa charge. Ce qui lui est pris est donné à quelqu'un qui n'est pas un voleur. Voyez, le Nil déborde, mais personne ne laboure pour lui. Chacun dit, nous ne savons pas ce qui se passera à travers le pays. Voyez, les femmes sont stériles, aucune ne conçoit. Khnum ne façonne plus l'humanité à cause de l'état du pays. Il décrit la profanation des morts, quelque chose qui aurait horrifié les Égyptiens au-delà de toute mesure. Voyez, les tombes des ancêtres sont violées, leurs momies exposées. Les secrets des embaumeurs sont révélés. Les morts sont jetés dans le fleuve. La crue du Nil est du sang, pourtant les hommes en boivent. Les hommes reculent devant le goût, mais ont soif d'eau. Et peut-être le plus déchirant, il décrit la désintégration du tissu moral de la société. Voyez, les enfants des nobles sont écrasés contre les murs. Les enfants désirés sont jetés sur les hautes terres. Voyez, ceux qui étaient vêtus de lin fin sont battus. Celle qui regardait son visage dans l'eau possède maintenant un miroir brisé. Voyez, les hommes rient d'un rire de maladie. Il n'y a pas de pleurs pour les morts. Personne ne jeûne à cause de la mort. Le cœur de chaque homme est pour lui-même. Ces descriptions ne sont pas des métaphores poétiques. Ce sont des comptes rendus de conditions réelles, confirmés par les preuves archéologiques. Les fouilles de sites de la première période intermédiaire montrent une diminution spectaculaire de la population. Les colonies sont abandonnées. Les systèmes d'irrigation s'effondrent. La qualité de l'artisanat chute drastiquement. Les tombes de cette période, même pour les nobles locaux, sont pauvrement construites et contiennent peu de biens funéraires. Le commerce à longue distance cesse essentiellement. Les objets de luxe importés disparaissent du registre archéologique. Une autre source textuelle importante est le dialogue d'un homme avec son bas, son âme. C'est un texte philosophique remarquable où un homme débat avec sa propre âme pour savoir s'il doit se suicider. L'homme décrit la vie comme si horrible, si dépourvue de sens, que la mort semble préférable. Son bas, son âme, lui dit que même l'au-delà n'offre aucun réconfort parce que les rituels funéraires appropriés ne sont plus effectués, donc même la mort ne garantit pas la paix. Écoutez comment l'homme décrit son époque. À qui puis-je parler aujourd'hui? Les frères sont mauvais, les amis d'aujourd'hui ne s'aiment pas. À qui puis-je parler aujourd'hui? Les cœurs sont rapaces, chaque homme prend les biens de son voisin. À qui puis-je parler aujourd'hui? Les visages ont disparu, chaque homme a un visage baissé envers ses frères. À qui puis-je parler aujourd'hui? Il n'y a pas de juste, la terre est abandonnée aux malfaiteurs. À qui puis-je parler aujourd'hui? Je suis chargé de malheur, par manque d'amis intimes. Il compare la mort à des images agréables. La mort est devant moi aujourd'hui comme la santé pour un homme malade, comme sortir après une période de confinement. La mort est devant moi aujourd'hui comme un homme désire voir sa maison après avoir passé de nombreuses années en captivité. C'est un document psychologique remarquable, montrant comment l'effondrement de la société a conduit au désespoir existentiel au niveau les plus personnels. Un troisième texte important est les enseignements pour le roi Méricarès, où un roi de la 9e ou 10e dynastie, régnant sur une Égypte fragmentée, donne des conseils à son fils. Dans ce texte, le père réfléchit tristement sur les temps passés et les erreurs commises. Il y a une ligne étonnante où il admet « Un abominable acte s'est produit de mon temps, les territoires de Tini ont été dévastés. Cela s'est produit, mais pas parce que j'avais fait. Je n'en ai pris connaissance qu'après que cela fut fait. » C'est un pharaon admettant qu'il n'a pas de contrôle sur son propre royaume, que des choses terribles se produisent et il ne peut que hausser les épaules impuissant. Comparez cela avec la confiance absolue des inscriptions de l'Ancien Empire, où les pharaons se vantaient de leur pouvoir divin et de leur contrôle complet sur l'Égypte. L'effondrement est psychologique autant que politique. Maintenant, voici la question cruciale, qu'est-ce qui a causé cet effondrement catastrophique? Les historiens débattent encore des détails, mais le consensus moderne est qu'il y avait plusieurs facteurs qui se renforçaient mutuellement, une tempête parfaite de catastrophes naturelles et d'échecs systémiques. Premièrement, il y eut le changement climatique,
l'événement de sécheresse de 4,2 kYr dont nous avons parlé. Ceci n'était pas sous le contrôle humain. Le climat global changeait, probablement en raison de variations dans l'orbite terrestre et les courants océaniques. Cela affecta la mousson africaine, qui à son tour affecta les précipitations dans les hauts plateaux éthiopiens, qui étaient la source des crues du Nil. Moins de pluie en Éthiopie signifiait moins d'eau dans le Nil, ce qui signifiait moins d'irrigation pour les champs égyptiens. Cette sécheresse n'affecta pas seulement l'Égypte. Elle détruisit également l'empire akkadien en Mésopotamie, l'une des premières grandes empires du monde. Elle a contribué à l'effondrement de la civilisation de la vallée de l'Indus. Elle a déstabilisé les sociétés à travers tout le Proche-Orient. L'Égypte n'était pas seule dans sa souffrance, mais cela ne rendait pas la souffrance moins réelle. Cependant, d'autres sociétés confrontées à la même sécheresse ne se sont pas effondrées aussi complètement que l'Égypte. Ce qui a rendu l'Égypte particulièrement vulnérable était la faiblesse structurelle qui s'était développée pendant le long règne de Pépi II. Sous un gouvernement fort et adaptable, la sécheresse aurait été une crise mais pas nécessairement une catastrophe. Des réformes auraient pu être faites. Les systèmes d'irrigation auraient pu être améliorés. Les stocks de nourriture auraient pu être redistribués. De nouveaux champs auraient pu être ouverts dans des zones précédemment marginales. Mais sous Pépi II, rien de tout cela ne s'est produit. Le pharaon était trop vieux et trop obsédé par sa propre immortalité pour s'occuper des problèmes pratiques de gouvernance. L'administration centrale était sclérosée, remplie de vieux hommes qui faisaient les choses comme elles avaient toujours été faites parce que l'innovation était dangereuse et pourrait offenser le pharaon. Les nomarques provinciaux étaient devenus essentiellement indépendants et ne se souciaient que de leur propre territoire. Il n'y avait personne avec l'autorité et la vision pour coordonner une réponse au niveau de l'empire à la crise. Deuxièmement, il y eut la décentralisation du pouvoir. Cela avait été un processus graduel pendant des générations, mais il s'était accéléré sous Pépi II. Les nomarques avaient acquis plus de pouvoir, plus d'autonomie, plus de ressources. Ils avaient construit leur propre base de pouvoir dans les provinces. Ils avaient créé des dynasties locales où les positions étaient transmises de père en fils sans approbation royale. Pourquoi les pharaons avaient-ils permis cela? Parce que c'était commode à court terme. Il était plus facile de laisser les nomarques gérer leur propre province que de micromanager depuis Memphis. Et tant que les impôts continuaient à arriver, tant que les nomarques professaient formellement la loyauté au pharaon, cela semblait fonctionner. Mais cela créait une structure de pouvoir dangereusement fragile. Le moment où le centre montrait une faiblesse, le moment où les impôts cessaient de couler, toute la structure se fragmenterait. Et c'est exactement ce qui s'est produit après la mort de Pépi II. Les nomarques regardèrent les successeurs faibles à Memphis et décidèrent qu'ils n'avaient plus besoin de prétendre à la loyauté. Ils se déclarèrent essentiellement rois indépendants de leur propre petit royaume. L'Égypte, qui avait été unifiée pendant près de 1000 ans, se fragmenta en douzaines d'États concurrents, chacun dirigé par un nomarque local qui prétendait maintenant être le pharaon légitime. Cela mena au troisième facteur, la guerre civile. Une fois que l'autorité centrale s'est effondrée, les nomarques commencèrent à se battre les uns contre les autres pour le territoire et les ressources. L'Égypte, qui avait connu une paix interne remarquable pendant l'Ancien Empire, devint un champ de bataille. Des armées locales marchèrent les unes contre les autres. Des villes furent assiégées. Des champs furent dévastés. Les paysans, déjà aux prises avec la sécheresse, furent maintenant enrôlés de force dans les armées ou virent leurs récoltes saisies par les soldats. La guerre et la famine créèrent un cycle vicieux. La guerre détruisait la capacité agricole, ce qui causait plus de famine, ce qui poussait les gens affamés à devenir des bandits ou des soldats, ce qui causait plus de guerre. Les systèmes d'irrigation, qui nécessitaient une coordination à grande échelle et un entretien régulier, s'effondrèrent complètement. Une fois que les canaux furent ensablés, même quand les pluies revinrent finalement, les champs ne pouvaient pas être correctement irrigués. Le quatrième facteur était psychologique et culturel. Les Égyptiens avaient cru pendant un millénaire que leur civilisation était éternelle, ordonnée par les dieux eux-mêmes. Le pharaon était un dieu vivant qui maintenait Maté, l'ordre cosmique. Tant que les rituels appropriés étaient effectués, tant que le pharaon remplissait son rôle divin, l'Égypte continuerait pour toujours. Mais maintenant, cette croyance fondamentale s'était révélée fausse. Le pharaon n'était clairement pas divin. S'il l'était, comment l'Égypte aurait-elle pu s'effondrer de cette façon? Les rituels ne fonctionnaient pas. Les offrandes aux dieux n'arrêtaient pas la sécheresse. Les temples ne pouvaient pas empêcher la famine. L'ordre divin du cosmos était révélé comme une fiction. Cet effondrement de la certitude religieuse était psychologiquement dévastateur. Si les dieux n'étaient pas aux commandes, si le pharaon n'était pas divin, si Maté n'était pas garanti, alors qu'est-ce qui empêchait l'univers de sombrer dans le chaos? La réponse, comme les Égyptiens le découvraient de façon horrible, était « rien ». Le chaos était déjà là. Cette crise de foi se reflète dans les textes que nous avons mentionnés. Le dialogue d'un homme avec son bas est essentiellement un texte sur l'effondrement du sens religieux.
L'homme ne peut pas trouver de réconfort dans les promesses traditionnelles de l'au-delà parce qu'il ne croit plus que ces promesses sont vraies. Son bas admet que sans les rituels appropriés, l'immortalité n'est pas garantie. C'est un moment d'athéisme fonctionnel, de désespoir nihiliste, qui aurait été impensable pendant l'Ancien Empire. Cinquièmement, il y eut l'effondrement du commerce et de l'économie. L'Égypte de l'Ancien Empire avait été riche en partie parce qu'elle était le centre d'un vaste réseau commercial. Ils importaient du bois de cèdre du Liban, de l'encens et de la myrrhe de pin, du cuivre du Sinaï, de l'or de Nubie, du lapis-lazuli d'aussi loin que l'Afghanistan. Ces biens de luxe enrichissaient les élites et démontraient la puissance et le prestige de l'Égypte. Mais le commerce à longue distance nécessite la stabilité. Les marchands doivent être capables de voyager en toute sécurité. Les contrats doivent être appliqués. La monnaie ou le troc doit avoir une valeur fiable. Une fois que l'Égypte s'est fragmentée et est descendue dans l'anarchie, ces conditions ont disparu. Les routes commerciales sont devenues infestées de bandits. Les partenaires commerciaux étrangers ont décidé que faire affaire avec l'Égypte n'en valait plus la peine. Le commerce s'est effondré, ce qui signifiait moins de revenus, moins de ressources, moins de capacité à résoudre les autres problèmes. Archéologiquement, nous pouvons voir cet effondrement commercial très clairement. Les objets importés disparaissent essentiellement du registre archéologique pendant la première période intermédiaire. Les inscriptions égyptiennes cessent de mentionner des expéditions vers des terres étrangères. La présence égyptienne dans des endroits comme Byblos au Liban, où ils avaient maintenu des postes commerciaux depuis des siècles, disparaît. L'Égypte s'était retirée du monde, repliée sur elle-même, trop occupée à survivre pour projeter sa puissance à l'extérieur. Tout cela crée une image d'effondrement systémique total. Ce n'était pas juste une chose qui allait mal. C'était tout qui allait mal en même temps, chaque problème aggravant tous les autres problèmes. Les climatologues et les sociologues qui étudient l'effondrement des sociétés appellent cela une cascade en cascade, où les systèmes complexes s'effondrent non pas graduellement mais soudainement une fois qu'un point de basculement critique est atteint. Et Pépi II, par son règne extraordinairement long et son refus obstiné de permettre le renouveau ou la réforme, avait poussé l'Égypte jusqu'à ce point de basculement. Il avait personnifié et aggravé tous les problèmes systémiques qui rendaient l'Égypte vulnérable. Sa gérontocratie avait paralysé la prise de décision. Sa paranoïa avait empêché les réformes nécessaires. Son obsession pour les rituels religieux avait détourné les ressources des améliorations pratiques. Son règne excessivement long avait permis aux nomarques de devenir des seigneurs de guerre indépendants. Son échec à assurer une succession claire avait créé un vide de pouvoir. En un sens très réel, Pépi II avait tué l'Égypte. Pas rapidement, pas intentionnellement, mais lentement, par accumulation, par négligence, par son refus de lâcher prise et de permettre à la prochaine génération de prendre la relève. Il avait cherché l'immortalité personnelle, ce faisant, avait détruit l'immortalité civilisationnelle que les pharaons précédents avaient construite. L'ironie est cruelle et parfaite. Pépi II voulait vivre éternellement dans cette vie et être éternellement vénéré dans l'au-delà. Au lieu de cela, il vécut assez longtemps pour voir son royaume commencer à s'effondrer, et il est venu pour être vénéré non pas comme un grand pharaon mais comme un symbole d'avertissement, un exemple de ce qui se passe quand un dirigeant reste trop longtemps. Sa pyramide à Saqqara, nommée établie et vivante et Pépi, se dresse encore aujourd'hui, mais c'est une ruine. Elle fut construite à la hâte, avec une qualité de construction inférieure par rapport aux pyramides antérieures. Elle fut pillée dans l'Antiquité, ses trésors volés, sa momie probablement détruite. Les textes des pyramides gravés sur ses murs intérieurs, destinés à assurer son voyage vers l'au-delà, ont été lus par des archéologues modernes non pas comme des incantations sacrées mais comme des documents historiques. Même sa mort n'a pas apporté l'immortalité qu'il cherchait. Mais nous devons creuser plus profondément. Nous devons examiner non seulement ce qui s'est passé mais pourquoi le système égyptien a permis que cela se produise. Pourquoi personne n'a arrêté Pépi II? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de coup d'État, pas de révolution de palais, pas d'intervention des prêtres ou de l'armée? La réponse réside dans la compréhension de l'idéologie égyptienne unique du pouvoir royal et pourquoi elle était si résistante au changement même face à une catastrophe évidente. Dans la plupart des sociétés anciennes, les rois étaient des humains qui prétendaient avoir une approbation divine. Ils étaient choisis par les dieux, bénis par les dieux, soutenus par les dieux, mais ils n'étaient pas eux-mêmes des dieux. Cela signifiait qu'il y avait toujours une séparation, aussi mince soit-elle, entre le roi et le divin. Si un roi échouait, on pouvait argumenter que les dieux l'avaient abandonné et qu'un nouveau roi devrait être choisi. Mais en Égypte, le pharaon était littéralement un dieu incarné. Il n'était pas choisi par Horus, il était Horus. Il n'était pas béni par Ré, il était le fils de Ré. Cela rendait extraordinairement difficile de le remettre en question ou de le retirer. Remettre en question le pharaon, c'était remettre en question les dieux eux-mêmes. Retirer le pharaon, c'était commettre un déicide, le meurtre d'un dieu. De plus, l'idéologie égyptienne soutenait que le pharaon était ce qui maintenait Maté, l'ordre cosmique.
Sans le pharaon effectuant les rituels quotidiens appropriés, le soleil pourrait ne pas se lever. Le Nil pourrait ne pas déborder. Le chaos d'Apophis, le serpent du chaos, pourrait consommer le monde. Cette croyance créait une terreur existentielle profonde de toute perturbation de la succession royale. Donc, même quand il devint évident que Pépi II était trop vieux et trop incompétent pour gouverner efficacement, même quand l'Égypte commença visiblement à s'effondrer, les élites égyptiennes étaient psychologiquement incapables de le retirer. Le faire serait risquer non seulement une crise politique mais une catastrophe cosmique. Mieux valait endurer un mauvais pharaon que de ne pas avoir de pharaon du tout. Cette paralysie idéologique était aggravée par des considérations pratiques. Qui remplacerait Pépi? Ses fils étaient morts. Ses petits-fils étaient vieux et sans soutien. Les nomarques puissants auraient pu avoir la force de prendre le pouvoir, mais aucun d'entre eux n'avait la légitimité divine. Ils n'étaient pas de la lignée royale. Ils n'avaient pas le sang divin. S'ils prenaient le trône par la force, ils seraient des usurpateurs, et les autres nomarques ne les reconnaîtraient pas. Cela mènerait à une guerre civile immédiate. Donc, tout le monde attendit. Les courtisans attendirent que Pépi meure naturellement. Les nomarques attendirent, se préparant pour la lutte de pouvoir inévitable qui suivrait sa mort. Les prêtres attendirent, priant probablement pour que les dieux rappellent leur pharaon défaillant. Et Pépi lui-même, enfermé dans son palais, entouré de flatteurs et d'incantations, continua à croire qu'il était immortel, même alors que son corps se désintégrait et que son royaume s'effondrait autour de lui. Il y a une leçon profonde ici sur le danger de l'idéologie rigide. Lorsqu'un système de croyance devient si absolu qu'il ne peut pas s'adapter aux circonstances changeantes, il devient un piège mortel. L'idéologie égyptienne du roi divin avait magnifiquement bien fonctionné pendant des siècles. Elle avait créé une stabilité remarquable, un sentiment de permanence et d'ordre cosmique qui permettait à la civilisation de prospérer. Mais cette même idéologie, lorsqu'elle fut confrontée à une situation qu'elle ne pouvait gérer, un pharaon qui refusait de mourir, devint un obstacle fatal au changement nécessaire. Comparons cela avec d'autres civilisations anciennes. À Rome, quand un empereur devenait clairement incompétent ou fou, il y avait des mécanismes, informels mais efficaces, pour le retirer. La garde prétorienne pourrait l'assassiner. Le Sénat pourrait déclarer qu'il était un ennemi public. Un général pourrait marcher sur Rome et prendre le pouvoir. Ces processus étaient violents et chaotiques, mais ils permettaient le renouveau. Ils empêchaient un dirigeant unique de détruire tout le système. L'Égypte n'avait pas de tel mécanisme. Son idéologie ne permettait pas de soupape de sécurité. Le résultat était que lorsque le système échouait, il échouait catastrophiquement, totalement, d'une manière qui détruisait non seulement le gouvernement mais toute la structure de la société. Maintenant, examinons ce qui s'est réellement passé pendant la première période intermédiaire, parce que comprendre les détails de cet effondrement nous aide à saisir l'ampleur de ce que Pépi II avait déclenché. Ce n'était pas simplement un changement de dynastie ou une brève période d'instabilité. C'était une désintégration complète de l'ordre social égyptien qui dura près d'un siècle et demi. L'Égypte se fragmenta en de multiples royaumes concurrents. À Memphis, dans le nord, une succession de dynasties faibles, les 7e et 8e, prétendaient être les continuateurs légitimes de l'ancien empire. Mais ils ne contrôlaient guère plus que la ville elle-même et ses environs immédiats. Leurs noms sont à peine enregistrés. Leurs tombes, quand elles peuvent être trouvées, sont pathétiques comparées aux monuments massifs de leurs prédécesseurs. À Héracléopolis, une ville au sud de Memphis, une nouvelle dynastie émergea, la 9e puis la 10e, fondée par une famille de nomarques locaux qui avaient consolidé le pouvoir dans la région. Ces pharaons héracléopolitains contrôlaient la Basse-Égypte et certaines parties de la Moyenne-Égypte. Ils combattirent constamment contre les royaumes rivaux au sud et les bandes de nomades asiatiques qui s'infiltraient depuis le Sinaï, profitant de la faiblesse égyptienne. Encore plus au sud, à Thèbes, une ville qui avait été relativement insignifiante pendant l'Ancien Empire, une autre dynastie se leva, la 11e. Les princes thébains contrôlaient la Haute-Égypte et la Nubie. Ils se considéraient comme les véritables pharaons légitimes et menèrent une guerre longue et sanglante contre les pharaons héracléopolitains pour le contrôle de toute l'Égypte. Entre ces royaumes rivaux, dans les zones contestées, les nomarques locaux se comportaient comme des seigneurs de guerre indépendants. Ils construisaient des forteresses. Ils levaient des armées privées. Ils se battaient entre eux pour l'eau, pour les terres arables, pour les ressources qui étaient maintenant désespérément rares en raison de la sécheresse continue. Les inscriptions de cette période, particulièrement des tombes des nomarques, révèlent un changement frappant de mentalité. Au lieu de se vanter de servir le pharaon et de construire des monuments pour les dieux, ces nobles locaux se vantent de leur propre pouvoir indépendant. Ils décrivent comment ils ont protégé leur ville contre les bandits, comment ils ont nourri leur peuple pendant la famine, comment ils ont combattu les royaumes rivaux. L'accent est passé de la loyauté au roi divin à l'autosuffisance locale. Une inscription particulièrement révélatrice provient de la tombe d'Anctifi, un nomarque qui contrôlait la région autour d'Edfou et d'Hierakonpolis.
Anctifi était un homme incroyablement arrogant qui ne faisait aucun effort pour prétendre à la loyauté envers un pharaon supérieur. Au lieu de cela, il se vantait ouvertement de sa propre grandeur. Voici ce qu'il fit graver sur les murs de sa tombe. Je suis le héros sans égal. Je suis un homme qui parle quand les autres se taisent, le jour où la terreur glace le cœur. Toute la haute Égypte mourait de faim, au point où les gens mangeaient leurs propres enfants, mais je n'ai permis à personne de mourir de faim dans ce nom. Je donnais à la haute Égypte du grain de la haute Égypte. Je suis le héros de Horus, sans égal, celui qui a trouvé la solution quand elle n'était pas trouvée dans tout le pays depuis l'époque des dieux. Remarquez le langage. Anctifi ne dit pas qu'il a agi au nom du pharaon. Il dit qu'il a agi parce qu'il était le seul assez compétent pour le faire. Il ne crédite pas les dieux mais lui-même. Il se compare aux héros mythologiques, se plaçant essentiellement au même niveau que le pharaon divin. C'est un document extraordinaire de l'effondrement de l'autorité centrale. Et remarquez aussi l'horreur qu'il décrit si désinvolte, les gens mangeaient leurs propres enfants. Ce n'est pas une métaphore. C'est une description littérale du cannibalisme causé par la famine. Le même acte horrible est mentionné dans d'autres textes de la période. Quand une société s'effondre au point où les parents mangent leurs propres enfants, nous parlons d'un effondrement civilisationnel total. Les preuves archéologiques confirment ces descriptions textuelles terribles. Les fouilles de cimetières de la première période intermédiaire montrent une augmentation spectaculaire des signes de malnutrition. Les squelettes présentent des lignes de Harris, des lignes de croissance arrêtées dans les os longs qui indiquent des périodes de famine sévère pendant l'enfance. Les dents montrent une hypoplasie de l'émail, un autre signe de malnutrition chronique. La hauteur moyenne de la population a diminué, une autre indication de privation alimentaire généralisée. L'espérance de vie a chuté. Alors que l'élite de l'Ancien Empire pouvait espérer vivre jusqu'à la cinquantaine ou même au-delà, comme Pépi II l'a démontré de manière extrême, les squelettes de la première période intermédiaire montrent que la plupart des gens mouraient dans la trentaine. Les taux de mortalité infantile étaient catastrophiquement élevés. Certains cimetières montrent que jusqu'à 50% des enfants mouraient avant l'âge de 5 ans. Les colonies de peuplement racontent une histoire similaire. De nombreuses villes et villages de l'Ancien Empire ont été abandonnés pendant cette période. Les gens fuyaient les zones les plus durement touchées par la sécheresse et la guerre, se concentrant dans quelques zones plus sûres ou plus fertiles. Cela créait une surpopulation dans certaines régions et une désertion complète d'autres. Le paysage même de l'Égypte changeait, devenant plus fragmenté, plus vide, plus désolé. Les systèmes d'irrigation, qui étaient l'épine dorsale de l'agriculture égyptienne, se sont effondrés. Ces systèmes nécessitaient un entretien constant, un dragage des canaux, une réparation des digues, une coordination entre de nombreuses communautés. Mais avec la guerre civile constante et l'absence d'autorité centrale, cet entretien a cessé. Les canaux se sont ensablés. Les digues se sont rompues. Les champs qui avaient été fertiles pendant des siècles sont redevenus désertiques. Et rappelez-vous, tout cela se produisait pendant que la sécheresse continuait. Les crues du Nil restaient faibles et irrégulières. Certaines années, le fleuve débordait à peine. D'autres années, il débordait au mauvais moment, détruisant les récoltes au lieu de les nourrir. Les Égyptiens, qui avaient toujours considéré le Nil comme un don des dieux, une source fiable de vie, découvraient maintenant qu'il pouvait aussi être un traître imprévisible. Le commerce extérieur, comme nous l'avons mentionné, s'est complètement effondré. Mais cela signifiait plus que la simple perte de biens de luxe. Cela signifiait que l'Égypte perdait l'accès aux ressources stratégiques cruciales. Le cuivre du Sinaï, nécessaire pour fabriquer des outils et des armes, devenait rare. Le bois de cèdre du Liban, nécessaire pour construire des bateaux et des structures de toit, disparaissait. Sans ces matériaux, la capacité technologique de l'Égypte se détériorait. Les artisans qui avaient créé les magnifiques œuvres d'art et d'artisanat de l'Ancien Empire trouvaient qu'ils n'avaient plus de clients. Les nobles locaux n'avaient plus les ressources pour commander de grandes œuvres. Et même quand ils le pouvaient, les œuvres produites étaient de qualité nettement inférieure. Comparez les statues grossièrement taillées et les reliefs maladroits de la première période intermédiaire avec les chefs-d'œuvre élégants de l'Ancien Empire. C'est comme regarder une civilisation perdre ses compétences en temps réel. L'écriture elle-même, l'une des plus grandes réalisations de la civilisation égyptienne, devint moins courante. L'alphabétisation avait toujours été limitée à une petite élite de scribes, mais pendant l'Ancien Empire, ces scribes étaient nombreux et bien formés. Ils tenaient des registres méticuleux de tout, des recensements de bétail aux contrats de travail en passant par les traités religieux. Mais pendant la première période intermédiaire, le nombre de scribes lettrés a chuté. Les écoles de scribes manquaient de financement. Les jeunes hommes qui auraient pu devenir scribes rejoignaient plutôt des armées ou fuyaient vers les villes. Le résultat fut que moins de choses étaient enregistrées, que les registres qui existaient étaient de moins bonne qualité, et que les connaissances étaient perdues. Même la religion, si centrale à la vie égyptienne, a changé de manière significative. Les grands cultes de temples de l'Ancien Empire,
qui dépendait du patronage royal et des donations généreuses, s'effondrait. Les temples tombaient en ruine. Les prêtres, autrefois une classe privilégiée et puissante, trouvaient qu'ils ne pouvaient plus compter sur le soutien de l'État. Certains se tournaient vers d'autres métiers. D'autres devenaient des mendiants. En même temps, il y avait un processus de ce que les égyptologues appellent la démocratisation de l'au-delà. Pendant l'Ancien Empire, seul le pharaon était garanti d'atteindre l'immortalité. Les nobles pourraient partager son au-delà s'ils étaient enterrés près de sa pyramide et s'ils effectuaient les rituels appropriés. Mais les gens ordinaires n'avaient aucune telle promesse. L'au-delà était essentiellement réservé à l'élite. Mais pendant et après la première période intermédiaire, cette exclusivité s'effondra. Les textes des pyramides, qui avaient été gravés uniquement dans les tombes royales, commencèrent à apparaître dans les tombes des nobles et même des gens ordinaires. Ce que nous appelons maintenant les textes des cercueils, ces nobles et les classes moyennes s'appropriaient les rituels qui avaient autrefois appartenu uniquement au pharaon. Cela peut sembler positif, un mouvement vers l'égalité. Mais en réalité, c'était un autre signe de l'effondrement du système. Le pharaon n'était plus assez puissant pour maintenir son monopole sur l'immortalité. La structure hiérarchique qui avait défini la religion égyptienne se démocratisait parce que le sommet de la hiérarchie avait disparu. Pendant plus d'un siècle, cette situation chaotique continua. Les royaumes héracléopolitains et thébains se battaient dans une guerre intermittente. Les nomarques locaux changeaient d'allégeance, soutenant d'abord un camp puis l'autre selon leurs propres intérêts. Des bandes de bandits parcouraient la campagne. Des nomades asiatiques s'infiltraient dans le delta, s'installant dans des régions que l'Égypte était trop faible pour défendre. Mais finalement, graduellement, l'ordre commença à émerger du chaos. La dynastie thébaine, la 11e, sous une série de dirigeants compétents et impitoyables, commença à gagner du terrain contre ses rivaux. Ils réunifièrent d'abord la Haute-Égypte, puis repoussèrent vers le nord. Le moment décisif vint sous le pharaon Montouhotep II. Montouhotep II était un guerrier, pas un prêtre-roi comme les pharaons de l'Ancien Empire. Il comprenait que la puissance venait non pas de la prétention divine mais de la force militaire et de l'administration compétente. Il mena campagne après campagne contre les pharaons héracléopolitains, gagnant lentement du territoire. Finalement, vers 2060 avant Jésus-Christ, environ 125 ans après la mort de Pépi II, Montouhotep conquit Héracléopolis et réunifia toute l'Égypte sous son règne. Cette réunification marqua le début du Moyen Empire, une nouvelle ère de stabilité et de prospérité pour l'Égypte. Mais l'Égypte qui émergea de la première période intermédiaire était profondément différente de l'Égypte qui y était entrée. Le traumatisme de l'effondrement avait fondamentalement changé la société égyptienne et sa vision du monde. Premièrement, le pharaon n'était plus considéré comme absolument divin de la même manière. L'idéologie officielle maintenait toujours qu'il était un dieu, mais maintenant il y avait un scepticisme sous-jacent, un souvenir que les pharaons pouvaient échouer, que l'ordre divin pouvait s'effondrer. Les pharaons du Moyen Empire devaient prouver leurs compétences, pas seulement prétendre à la divinité. Ils étaient jugés sur leurs résultats, non pas sur leurs prétentions. Deuxièmement, la littérature et l'art du Moyen Empire montrent une nouvelle préoccupation pour la souffrance humaine, pour la fragilité de l'ordre social. Les textes de sagesse du Moyen Empire conseillent souvent la prudence, l'humilité, la conscience que la fortune peut changer. C'est un changement frappant par rapport à la confiance arrogante de la littérature de l'Ancien Empire. Troisièmement, l'administration du Moyen Empire était plus centralisée et bureaucratique. Les pharaons avaient appris la leçon de l'Ancien Empire. Ils ne permettaient plus aux nomarques de devenir trop puissants ou trop indépendants. Ils faisaient tourner les fonctionnaires entre les provinces. Ils maintenaient des armées permanentes loyales aux pharaons plutôt qu'aux seigneurs locaux. Ils créaient des systèmes de contrôle et d'équilibre pour empêcher toute concentration de pouvoir qui pourrait défier l'autorité centrale. Quatrièmement, il y avait une nouvelle conscience de la vulnérabilité de l'Égypte. L'Ancien Empire avait considéré l'Égypte comme le centre du cosmos, éternel et invulnérable. Le Moyen Empire savait mieux. Il construisait des forteresses massives le long de la frontière nubienne pour se défendre contre les raids. Il fortifiait le delta contre les infiltrations asiatiques. Il maintenait une vigilance constante, sachant que l'effondrement était toujours possible si on ne faisait pas attention. Mais même avec toutes ces réformes, l'Égypte ne retrouva jamais la grandeur pure de l'Ancien Empire. Les pyramides du Moyen Empire étaient plus petites et construites avec des matériaux moins durables. La confiance cosmique avait disparu. L'Égypte était devenue une civilisation plus sage mais aussi plus cynique, marquée pour toujours par le traumatisme de la première période intermédiaire. Et au centre de ce traumatisme se trouvait la mémoire de Pépi II. Dans les listes royales ultérieures, son règne était enregistré avec une sorte d'horreur fascinée. 94 ans. Comment était-ce même possible? Qu'est-ce que cela signifiait? Certains scribes ultérieurs corrigèrent le chiffre, pensant qu'il devait y avoir une erreur. Sûrement aucun homme n'avait régné si longtemps. Mais les preuves étaient là, dans les monuments,
dans les inscriptions, dans les mémoires transmises de génération en génération. Pépi II était devenu un symbole d'avertissement, un exemple de ce qui se passe quand un pharaon refuse de mourir, quand le système ne peut pas se renouveler, quand la gérontocratie devient paralysie. Sa quête d'immortalité personnelle avait presque détruit l'immortalité civilisationnelle de l'Égypte elle-même. Maintenant, tournons notre regard vers les leçons modernes de cette histoire ancienne, parce que l'histoire de Pépi II n'est pas juste un artefact poussiéreux de l'Égypte ancienne. C'est un avertissement qui résonne à travers les âges, pertinent pour chaque société qui fait face à la question de savoir comment gérer le transfert du pouvoir. Le problème fondamental que Pépi II incarnait était le danger du règne excessivement long. Les êtres humains ne sont pas conçus pour exercer un pouvoir absolu pendant des décennies sans fin. Nos capacités mentales déclinent avec l'âge. Notre flexibilité diminue. Notre contact avec la réalité s'affaiblit. Nous devenons prisonniers de nos propres hypothèses, incapables de nous adapter aux circonstances changeantes. L'histoire est remplie d'exemples de dirigeants qui sont restés trop longtemps au pouvoir et qui ont causé d'immenses dommages en conséquence. Louis XIV de France régna pendant 72 ans, de 1643 à 1715. Pendant ces premières décennies, il transforma la France en la puissance dominante de l'Europe, construisit Versailles et patronna les arts et les sciences. Mais dans ces dernières décennies, il devint rigide et obsédé par le contrôle religieux. Ces guerres incessantes épuisèrent le trésor français. Ces persécutions religieuses chassèrent les protestants qualifiés hors de France. Il mourut laissant le royaume financièrement en faillite et prêt pour la crise qui culminerait finalement dans la Révolution française 74 ans plus tard. Le parallèle avec Pépi II est frappant. Les deux hommes commencèrent jeunes et accomplirent beaucoup dans leurs premières années. Les deux devinrent de plus en plus rigides et déconnectés à mesure qu'ils vieillissaient. Les deux laissèrent leur royaume dans un état bien pire qu'ils ne les avaient trouvés, tout en croyant qu'ils servaient bien leur peuple. Ou considérez les dictateurs modernes qui se sont accrochés au pouvoir pendant des décennies. Joseph Staline dirigea l'Union soviétique pendant 29 ans, de 1924 à 1953. Dans ces dernières années, il devint de plus en plus paranoïaque, lançant des purges contre des ennemis imaginaires, voyant des complots partout. Ses médecins avaient trop peur de lui dire la vérité sur sa santé. Ses subordonnés avaient trop peur de le contredire sur quoi que ce soit. Il mourut, et son système mourut avec lui, révélant les fissures profondes qu'il avait cachées par la terreur. Mao Zedong dirigea la Chine pendant 27 ans, de 1949 à 1976. Dans ces dernières années, il lança le grand bond en avant et la révolution culturelle, des politiques qui causèrent la mort de dizaines de millions de Chinois. Mais personne autour de lui n'osait le défier. Il était le grand timonier, l'incarnation vivante de la révolution, presque divin dans l'idéologie communiste chinoise. Le système qu'il avait créé ne permettait aucune opposition, aucune critique, aucune possibilité de le retirer pacifiquement. Donc, la Chine a souffert jusqu'à sa mort naturelle. Robert Mugabe du Zimbabwe régna pendant 37 ans, de 1980 à 2017. Il commença comme un héros de la libération qui transforma la Rhodésie en Zimbabwe indépendant. Mais il s'accrocha au pouvoir bien au-delà de toute légitimité, présidant à l'effondrement économique, à l'hyperinflation, à la famine et à la répression brutale. Lui aussi s'était convaincu qu'il était indispensable, que sans lui le Zimbabwe s'effondrerait. Dans un sens, il avait raison, le Zimbabwe ne pouvait pas fonctionner avec lui parce qu'il avait détruit toutes les institutions qui auraient pu fonctionner indépendamment. Ces parallèles sont troublants. À travers les cultures et les époques, nous voyons le même schéma, un dirigeant qui commence avec des promesses, qui réussit initialement, mais qui reste ensuite trop longtemps, qui devient rigide et déconnecté, qui construit un système où il ne peut pas être retiré, et qui finit par causer d'énormes dommages. La question devient, comment les sociétés peuvent-elles se protéger contre ce schéma ? Comment pouvons-nous bénéficier de la stabilité d'un leadership cohérent sans tomber dans le piège de la gérontocratie et de la stagnation ? Les démocraties modernes ont développé plusieurs mécanismes. Le plus évident est les limites de mandat. Le 22e amendement à la Constitution américaine limite les présidents à 2 mandats, 8 ans maximum. Cette règle fut adoptée après Franklin Delano Roosevelt, qui se fit élire 4 fois et mourut en fonction. Les Américains décidèrent que même un président populaire et compétent ne devrait pas servir indéfiniment, que le renouveau régulier du leadership était plus important que la continuité. Beaucoup d'autres démocraties ont des limites similaires. La France limite les présidents à 2 mandats consécutifs. Le Mexique interdit complètement la réélection présidentielle après qu'une série de présidents du XIXe siècle se soient déclarés présidents à vie. Ces règles reconnaissent une vérité fondamentale. Le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu exercé pendant trop longtemps détruit non seulement le dirigeant mais l'ensemble du système. Les monarchies constitutionnelles ont résolu le problème différemment. Le Royaume-Uni, le Japon, la Suède et d'autres ont conservé leurs monarques mais leur ont retiré tout pouvoir politique réel. Le monarque règne mais ne gouverne pas, servant de figure symbolique et de source de continuité,
tandis que le pouvoir réel repose entre les mains de politiciens élus qui peuvent être retirés par le vote. Cela permet la stabilité du rituel royal sans le danger du pouvoir royal absolu. Mais qu'en est-il des systèmes où de telles protections n'existent pas? Qu'en est-il des autocraties, des dictatures, des États à parti unique? Le problème de la succession devient existentiel. Sans mécanisme pacifique pour transférer le pouvoir, le transfert se fait souvent par la violence, le coup d'État, la révolution, la guerre civile. Le dirigeant qui s'accroche trop longtemps garantit pratiquement que son départ sera sanglant et chaotique. Nous voyons cela se jouer aujourd'hui. La Corée du Nord, où la famille qui m'a régné pendant 3 générations, a créé un système où le leadership est héréditaire et presque divin. Kim Jong-un, comme Pépi II, est traité comme un dieu vivant dans la propagande officielle. Ce genre de système ne peut pas se réformer pacifiquement. Quand il s'effondrera finalement, ce sera probablement violent et catastrophique. La Russie sous Vladimir Poutine montre un schéma différent mais également troublant. Poutine a été au pouvoir, soit en tant que président soit en tant que Premier ministre, depuis 2000. Il a modifié la Constitution pour se permettre de rester au pouvoir potentiellement jusqu'en 2036, ce qui porterait son règne total à 36 ans. À mesure qu'il vieillit, ses décisions deviennent de plus en plus agressives et imprévisibles, mais le système qu'il a créé dépend tellement de sa personne qu'il n'y a pas de mécanisme évident pour une transition pacifique. La Russie pourrait faire face à une crise existentielle quand Poutine mourra finalement. La Chine a appris de l'expérience de Mao. Après sa mort, Deng Xiaoping a institué des limites de mandat informels pour les dirigeants chinois, 2 mandats de 5 ans, puis une retraite obligatoire. Cela a fonctionné pendant plusieurs décennies, permettant un transfert de pouvoir pacifique et prévisible. Mais en 2018, Xi Jinping a aboli ces limites, se permettant de gouverner indéfiniment. Cette décision a été largement critiquée par des observateurs qui ont vu qu'elle ramenait la Chine au modèle dangereux du dirigeant à vie. Nous ne savons pas encore quelles en seront les conséquences, mais l'histoire suggère qu'elles ne seront probablement pas bonnes. Le problème n'est pas seulement que les dirigeants vieillissants perdent leur capacité, bien que ce soit certainement vrai. Le problème est systémique. Quand un dirigeant reste au pouvoir pendant des décennies, le système entier s'organise autour de sa personne. Les loyalistes sont promus. Les critiques sont éliminées. Les institutions deviennent personnalisées plutôt qu'impersonnelles. Les règles sont pliées pour accommoder le dirigeant. Les mécanismes de feedback qui pourraient signaler des problèmes sont supprimés. Le résultat est un système fragile qui semble stable en surface mais qui est en réalité extrêmement vulnérable. Il fonctionne uniquement parce que le dirigeant est là pour le maintenir ensemble. Quand le dirigeant meurt ou devient incapable, il n'y a pas d'institution fonctionnelle pour prendre le relais. Il n'y a que le vide, et dans ce vide, le chaos se déchaîne. C'est exactement ce qui est arrivé à l'Égypte après Pépi II. Le système s'était organisé autour de lui pendant près d'un siècle. Quand il est finalement mort, il n'y avait rien pour le remplacer. Les institutions avaient atrophié. Les processus bureaucratiques s'étaient personnalisés. Les loyautés s'étaient fragmentées. Et donc, l'État égyptien s'est simplement désintégré. Il y a aussi une dimension psychologique profonde à tout cela. Les dirigeants qui restent au pouvoir trop longtemps commencent souvent à croire leur propre propagande. Ils se convainquent qu'ils sont vraiment indispensables, que personne d'autre ne peut faire ce qu'ils font, que le pays s'effondrera sans eux. Cette croyance devient une prophétie autoréalisatrice. Parce qu'ils ne permettent à personne d'autre de développer l'expérience ou l'autorité nécessaire, ils créent une situation où ils sont effectivement indispensables, du moins à court terme. Pépi II croyait probablement sincèrement qu'il était immortel, que sa divinité le protégerait de la mort, que tant qu'il effectuait les rituels appropriés, il pourrait continuer pour toujours. Cette croyance n'était pas rationnelle, mais c'était le produit inévitable d'un système qui lui disait depuis l'enfance qu'il était un dieu. Comment pourrait-il ne pas le croire? De même, les dictateurs modernes qui créent des cultes de la personnalité finissent par croire leur propre mythe. Staline croyait vraiment qu'il était le génie qui guidait l'Union soviétique vers l'utopie communiste. Mao croyait vraiment qu'il comprenait les lois de l'histoire mieux que quiconque. Mugabe croyait vraiment qu'il était le sauveur du Zimbabwe. Et parce qu'il le croyait, il ne pouvait pas imaginer se retirer, ne pouvait pas concevoir qu'il pourrait être le problème plutôt que la solution. Cet hybris, cet orgueil démesuré, est peut-être le danger le plus insidieux du pouvoir à long terme. Cela transforme les dirigeants en monstres d'égocentrisme, incapables de voir au-delà de leurs propres besoins et désirs, incapables de comprendre que leur présence même est devenue toxique. Alors, quelle est la leçon finale de Pépi II? C'est que l'immortalité personnelle et la survie civilisationnelle sont incompatibles. Un dirigeant qui cherche à s'accrocher au pouvoir pour toujours détruira inévitablement la chose même qu'il prétend protéger. Le renouveau est essentiel. La succession est sacrée. La mort, paradoxalement, est ce qui maintient les civilisations en vie. Les sociétés les plus saines sont celles qui ont institutionnalisé le transfert du pouvoir,
qui l'ont rendu routinier, prévisible, pacifique. Elles reconnaissent que les dirigeants individuels sont mortels et faillibles, que personne n'est indispensable, que le système est plus important que n'importe quelle personne. Ce sont les leçons que l'Égypte a dû apprendre à la dure, à travers 140 ans de souffrance et de chaos. Quand nous regardons la pyramide effondrée de Pépi II à Saqqara aujourd'hui, nous ne voyons pas seulement une ruine ancienne. Nous voyons un mémorial à l'Ibri, un avertissement gravé dans la pierre. L'homme qui voulait vivre éternellement détruisit l'éternité elle-même. L'homme qui se croyait un dieu se révéla trop humain. Et la civilisation qu'il dirigea, la puissante et éternelle Égypte, découvrit qu'elle aussi était mortelle. Mais voici la chose remarquable, l'Égypte a survécu. Après la catastrophe de la première période intermédiaire, elle s'est réunie. Elle a reconstruit. Elle a appris. Le Moyen Empire qui a émergé était différent de l'Ancien Empire, plus humble, plus prudent, plus réaliste, mais c'était toujours l'Égypte. La civilisation avait prouvé qu'elle était plus résistante que n'importe quel pharaon individuel. Et c'est peut-être la vraie leçon d'espoir dans cette histoire sombre. Les civilisations peuvent survivre même à leurs pires dirigeants. Elles peuvent s'effondrer et se reconstruire. Elles peuvent apprendre de leurs erreurs. Mais seulement si elles se souviennent. Seulement si elles transmettent l'avertissement. Seulement si elles refusent de laisser l'histoire se répéter. Les Égyptiens du Moyen Empire se souvenaient de Pépi II. Ils enregistraient son règne avec horreur et fascination. Ils utilisaient son exemple pour enseigner à leurs propres dirigeants l'importance de la modération, de la compétence, de savoir quand laisser partir. Cette mémoire était leur vaccin contre la répétition du même cauchemar. Nous aussi devons nous souvenir. Nous devons raconter l'histoire du pharaon qui ne pouvait pas mourir, qui a vécu trop longtemps, qui a cherché l'immortalité et a trouvé la catastrophe. Nous devons la raconter non pas comme une curiosité ancienne mais comme un avertissement moderne. Parce que le schéma se répète, encore et encore, dans différentes cultures et époques. Partout où un dirigeant s'accroche au pouvoir trop longtemps, partout où un système s'organise autour d'une seule personne, partout où l'idéologie empêche le renouveau nécessaire, le fantôme de Pépi II se profile. Et si nous ne prêtons pas attention, si nous oublions l'avertissement, nous aussi nous pourrions découvrir que notre quête d'immortalité détruit la chose même que nous cherchons à préserver. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes un véritable passionné d'histoire. Pensez à vérifier votre abonnement maintenant. Cela aide vraiment la chaîne à maintenir ces histoires oubliées en vie. L'histoire de Pépi II n'est pas enseignée dans la plupart des écoles. Elle est éclipsée par les histoires plus glamour de Toutankhamon ou de Cléopâtre, de Ramsès ou de Néfertiti. Mais c'est peut-être l'histoire égyptienne la plus importante de toutes, parce qu'elle nous montre non pas comment les civilisations triomphent mais comment elles échouent, et pourquoi. Le pharaon qui ne pouvait pas mourir a finalement trouvé la mort, comme tous les hommes le font. Mais la mort qu'il a apportée à l'Égypte a duré plus d'un siècle. Sa quête d'immortalité personnelle a tué l'immortalité civilisationnelle. Son refus de lâcher prise a brisé l'équilibre sacré de Maté qui avait maintenu l'Égypte stable pendant 1000 ans. Et les échos de son échec résonnent encore aujourd'hui, un avertissement à travers les millénaires que certaines choses ne devraient jamais être recherchées, que certains pouvoirs ne devraient jamais être maintenus trop longtemps, que la mortalité n'est pas une malédiction mais une bénédiction déguisée. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons une autre histoire d'effondrement civilisationnel, cette fois de l'âge du bronze, quand toute la Méditerranée orientale s'est effondrée simultanément dans ce que les archéologues appellent l'effondrement de l'âge du bronze tardif. Nous verrons comment des empires qui semblaient invincibles se sont désintégrés en quelques décennies, laissant derrière eux des âges sombres qui ont duré des siècles. Je vous y retrouverai.